Très rapidement, Monsieur Placide, avez-vous l'impression que le niveau a baissé quand on parle d'éducation au Togo? Je ne sais pas s'il faut dire que le niveau a baissé, mais les objectifs peut-être ont changé. Mais avant que je ne réponde à cette question, je voudrais ajouter aussi que, vous savez, aux États-Unis, par exemple, ou dans tous les pays du monde, le prix du pétrole a augmenté depuis qu'il y a cette guerre-là. Et c'était en partie de la spéculation. Bien, mais certains pays ont trouvé des solutions. Par exemple, aux États-Unis, il y a toujours ce qu'on appelle du carburant de réserve stratégique. Et quand les prix commencent à augmenter de trop, ce carburant stratégique est remis sur le marché pour diminuer le prix des carburants à la pompe. Vous voyez? Et surtout les pays qui produisent du pétrole. Pour ce que je crois, le Togo produit du pétrole. Donc, est-ce que le Togo a une réserve stratégique qui nous permet maintenant que les prix sont chers de remettre cette réserve stratégique sur le marché pour rabaisser les prix pour les Togolais? Ça, c'est une première suggestion. La deuxième suggestion, c'est que on a parlé du Rwanda. Vous savez, quand vous allez au Rwanda, toutes les sociétés qu'on appelle les directeurs généraux, une fois par an, à la fin de l'année, ils viennent tous présenter leur bilan. Chaque société vient dire publiquement ce qu'ils ont fait avec les sous qui leur ont été accordés, le budget, qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui n'a pas pu être accompli en pensant au budget qui a été fait au début de l'année et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer et les améliorations et comment tout ça. Toutes les sociétés. Il faut que ce système-là revienne au Togo. Pour que toutes nos sociétés soient devenues des projets à fond perdu. On ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Non, revenons à l'éducation. L'éducation, le problème de notre éducation, c'est qu'elle n'est pas adaptée à nos réalités. Bon, nous produisons des quantités d'étudiants avec des diplômes à gauche et à droite, sachant très bien que ces gens-là, la majorité, à presque 100%, n'ont pas possibilité de trouver du travail dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une adaptation en tenant compte de nos réalités, c'est-à-dire en travaillant pour qu'il y ait des sociétés qui viennent, que le secteur privé se développe pour donner du travail à ces jeunes? Et pour cela, on va demander au secteur privé de quel genre de techniciens ou d'étudiants ou de professionnels vous voulez. Si vous voulez des gens qui sont spécialisés dans telle chose, vous voulez des ingénieurs de telle chose, vous voulez c'est quelqu'un qui va faire de marketing, on recueille toutes ces choses-là et on fait que le système d'éducation produise exactement ce dont nous avons besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une éducation bâchée et on ne fera plus de professeurs de philosophie, non. Mais ce nombre sera diminué en conséquence, et c'est suivant notre capacité. Maintenant, on a l'impression qu'on travaille pour rien du tout. Le niveau est baissé. Je ne pense pas que le niveau est baissé, mais c'est que les gens sortent de l'école comme d'habitude et n'ont rien à faire. Ils sont dans les rues. C'est aux autorités de voir cela, de voir ce que moi je vous propose, c'est de s'assurer que ce que nous produisons à l'université peut trouver du travail. Ce que nous produisons dans les écoles scientifiques peut trouver du travail. Et pour trouver du travail, il faut qu'il y ait sur place un système qui permet, parce que le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde, ça tout le monde le sait. Le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde, ça tout le monde le sait. Il faudra mettre en place une structure et qu'on se mette d'accord. Par exemple, 2 fois par an, il va y avoir des comptes rendus venant de l'éducation nationale pour nous dire voilà ce que nous avons produit cette année. Et voilà ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Un système avec des comptes à rendre. 10 secondes.
Merci beaucoup. Moi, je pensais que vous allez encore continuer. C'est pourquoi je vous donnais encore 10 secondes. Alors, Maître Alain, en 3 minutes, le système de l'éducation est-il confronté de nos jours avec la grève des enseignants au Togo? Et quelle est la précaution à prendre, chacun de son côté, du côté du peuple, nécessairement du côté de l'enseignement, et du côté donc des gouvernants? Oui, pour répondre à cette question, je vais d'abord partir d'une petite analyse que je fais souvent aussi pour la diaspora, notre diaspora. Et la plupart des gens qui sont sur ce panel aujourd'hui sont de la diaspora, n'est-ce pas? Donc, je vais partir d'une donnée statistique de la diaspora pour pouvoir planter les décors par rapport au niveau de notre éducation. Et je vais prendre le pays que je connais, hein, les États-Unis. Et est-ce que vous savez que aux États-Unis, sur les 30 dernières années, quand vous prenez tous les groupes d'immigrants, la moyenne de l'éducation, la moyenne de ceux dont les enfants vont à l'école et obtiennent des diplômes universitaires, la moyenne générale, c'est 32%. 32% de tous les groupes d'immigrants, à part les Africains. Quand vous prenez les Africains, sur les 30 dernières années, le groupe des Africains est le groupe le plus éduqué aux États-Unis. Yeah, c'est vrai. 60% est la moyenne générale des Africains. Quand vous parlez des masters, notre grand frère qui est sur le panel, son dernier fils, hein, je ne parle même pas du premier, son dernier fils a 2 masters. Donc, imaginez, je parle de M. Placide, son dernier fils a 2 masters. Donc, nous, en tant qu'Africains qui arrivons ici de première génération, de deuxième génération, nous aimons étudier. Le capital humain de l'Afrique à travers le monde, nous sommes le continent le plus globalisé. Nous nous retrouvons dans presque tous les pays du monde et partout où nous passons, en termes d'éducation, nous ne blaguons pas. Alors, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous ne pouvons pas concurrencer les grandes puissances comme la Chine est en train de le faire? Et si vous voyez les statistiques, le Nigeria est en tête avec 68% pour les chiffres de cette année, non, de 2021 plutôt. L'Afrique du Sud est en deuxième position avec 58% en termes de personnes éduquées dans la diaspora. Maintenant, quand nous revenons dans nos pays, et chez nous, j'ai l'habitude de dire, nous sommes à Sonafi. Il y a une part de responsabilité de nos gouvernements, mais il y a aussi une part qui les échappe. Parce qu'il ne faut pas oublier que parce que nos pays sont tellement dépendants du financement de l'extérieur, ceux qui financent, ils ne veulent pas que l'Afrique se développe, alors ils posent des conditions. Pendant plusieurs années, sous Eyadema, et il y avait ce qu'on appelait le consensus de Washington. Ça n'a rien à voir avec le consensus de Chicago, hein, que nous avons fait dans notre diaspora. Le consensus de Washington, le consensus de Washington a quelque chose à voir avec les institutions de Bretton Woods, avec la Banque mondiale, avec le FMI, qui posent des conditionnalités à nos gouvernants, à nos gouvernements, et qui leur disent que l'argent que nous vous prêtons, et vous ne pouvez pas investir un tel montant dans l'éducation. C'est-à-dire que nos économies sont un peu contrôlées sur ce plan-là. Bon, nous savons qu'il y a cette influence des institutions financières internationales. Mais, toujours, revenons à la question de la bonne volonté politique. Regardez l'état de nos institutions, de nos infrastructures éducationnelles, surtout dans les milieux ruraux. Oh, ça fait pleurer.
ça fait pleurer. Quand vous voyez les salles de classe des enfants, ça fait pleurer. Notre grand frère a parlé d'une éducation adaptée à nos réalités. Merci, Maître Alain. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Philippe Amedodji, aujourd'hui, les enseignants sont dans une impasse incommensurable, dans une situation où nous tous, de notre côté, chacun, puisque les enseignants sont aussi des parents d'élèves, comment faire face à cette situation de l'éducation au Togo? Aujourd'hui, dans quelques heures, le Togo aura 62 ans. Le niveau, ça va où, comment? Puisque d'habitude, quand on discute souvent avec les aînés, beaucoup, vous êtes nos pères. Et quand on discute avec vous, vous me dites que vraiment le niveau n'est plus ça. Comment faire? Bon, merci Moïse. Je crois que contrairement au pays de l'OCDE, il n'y a pas au niveau du Togo ou des pays d'Afrique, à ma connaissance, un système qui permet d'évaluer. Dans les pays de l'OCDE, on l'appelle la méthode PISA, ok? Il n'y en a pas. Mais intuitivement, je ne sais pas comment dire si un niveau a baissé ou augmenté. Par contre, et c'est ce que Monsieur Placide et Maître Alain ont abordé tout à l'heure, il s'agit de l'adéquation entre la formation qu'on donne aux Togolais, aux élèves, et les besoins. Chaque pays, dans le temps, a des besoins. Le tout est d'identifier ces besoins-là et de former adéquatement les jeunes pour répondre à ces besoins. Sans cela, vous allez produire des professeurs de philosophie. Je n'ai rien contre la philosophie. Vous allez produire des professeurs d'histoire et géographie à qui vous ne pouvez pas donner de boulot et qui vont se retrouver malheureusement au chômage ou au mieux en train de faire du séminaire. Vous savez ce que ça coûte à l'État de former des bac+3 qui finalement se retrouvent dans des situations, des gens qui travaillent avec, dont travail, enfin, des gens qui travaillent dans un secteur où il ne faut que, comment, un diplôme d'études fondamentales pour le faire, donc c'est du gâchis, aussi bien pour l'État togolais que pour la personne qui se retrouve dans cette situation. Donc moi je dis ceci, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nos États n'ont pas la liberté de gérer leur budget. On l'appelle le service de la dette. Comme ils se sont endettés, on les a poussés à faire ce qu'on appelle les éléphants blancs. On les a poussés à faire des prêts et qu'ils ont aujourd'hui du mal à payer. On les a poussés à faire des prêts pour les détourner ensuite. Donc finalement, il faut, on l'a dit tout à l'heure, qu'il a le couteau sur la gorge et qu'il ne peut pas répondre aux problèmes sociaux parce qu'il doit payer sa dette. Ce qu'il faudrait, ce qu'on pourrait envisager de faire, étant togolais, et suivant l'exemple de M. Yempapou, c'est d'aller à des solutions. Parce que le Togo, nous n'avons que ça comme pays. Il faudrait pouvoir trouver une porte de sortie. L'une des portes de sortie serait par exemple, également, je reviens, le partenariat privé-public. Parce que dans la mesure où il faut des infrastructures adéquates pour permettre à l'enseignant et à l'apprenant de réaliser, de progresser, au lieu de laisser la diaspora, généralement, faire de façon isolée des actions de construction de salles d'école qui ne seront pas occupées ou bien qui ne sont pas aux normes, pourquoi l'État togolais ne travaillerait-il pas, à trouver ou bien à travailler à un climat de confiance entre sa diaspora et lui, parce qu'aujourd'hui la diaspora a les moyens. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est pas seulement
On a également la matière grise. On peut apporter à ce pays à condition que le régime en place accepte de travailler dans la sincérité et dans la clarté, ce qui n'est pas encore le cas. Donc là, c'est une proposition concrète. Il y a même dans la diaspora des gens qui sont prêts à aller prester au niveau des universités, au niveau des centres de formation technique, 3 mois sans payer, sans rémunération, juste pour donner une contribution à l'enseignement togolais. Mais il faut un minimum de conditions au niveau de l'État pour que cela soit réalisable. Là, nous sommes dans les solutions concrètes. Nous ne sommes pas seulement dans la critique de l'action du gouvernement, de l'action publique, mais nous pensons qu'il y a tout un pan de solutions qui pourraient être envisagées, mais il y a des préalables. Et ce sont ces préalables-là que les gouvernants actuels refusent de faire et qui fait que la diaspora à laquelle ils font appel est réticente. J'en ai fini pour l'instant. Merci, M. Philippe Amedodi. M. Mpapou Yamboua, voilà donc les solutions de M. Philippe Amedodi. Vous pouvez en rajouter en 3 minutes. Bon, on va essayer. Mais pour commencer, je n'ai pas voulu vraiment aujourd'hui me mettre à répondre toujours à ce que les autres me reprochaient parce que pour ne pas perdre le temps. Mais je crois que l'insistance est telle que je suis obligé quand même d'y répondre. Je n'ai jamais dit que les citoyens étaient responsables et que j'ai dédouané le pouvoir. Je crois quand même qu'il faut essayer de suivre attentivement. J'ai expliqué des faits sociétals. C'est des faits, c'est des choses qui existent. Et si nous voulons que les choses s'arrangent, il faut sensibiliser les gens. Les gens ne font pas forcément les choses parce qu'ils ont conscience que, c'est-à-dire, ça a des répercussions négatives sur le développement du pays. Le bonhomme, il n'en a pas. Il n'a pas les moyens. D'ailleurs, s'il en a, il ne va pas aller chercher à voir qu'il connaît avant de demander un service. Et payer 2000 francs là où il faut payer 5000. Vous comprenez? Mais ce sont des choses qui se passent et dont tout le monde est au courant. Maintenant, j'ai poursuivi en même temps en disant que soit je suis président, soit je ne suis pas président. Parce que si je sors les moyens pour quelque chose, je dois faire quoi? Je dois contrôler. Donc pour dire que, en premier ressort, le véritable responsable, c'est l'État. Je n'ai jamais fait chose. Je ne sais pas pourquoi les gens font tout depuis le début pour faire croire ce que je ne dis pas. Donc ça, c'est une parenthèse. Là, maintenant, pour revenir à la situation de l'éducation. Généralement, j'ai l'habitude de dire une chose. Pour changer la situation dans nos pays, parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, ni de beaucoup de moyens. Il faut d'abord s'appuyer sur la volonté et mettre sur pied un certain nombre de paramètres, et c'est à ce niveau-là que tout se joue. C'est-à-dire, si aujourd'hui, par exemple au niveau de l'éducation, le gouvernement fait voter une loi pour dire que les Togolais ont l'obligation, par exemple, d'aller à l'école jusqu'à l'âge, par exemple, de 20 ans. Automatiquement, les choses vont se mettre en place. Parce que cette obligation-là, si effectivement elle est contrôlée, personne ne quittera l'école avant les 20 ans. Et comme c'est une obligation, l'État se donne les moyens de faire en sorte que la population ne revienne pas l'accuser d'être celui-là qui a fait qu'il n'a pas pu respecter l'obligation. Donc, il va trouver la stratégie pour construire les écoles. Il va pouvoir mobiliser les gens, même si ce n'est pas sur la base des fonds de l'État. Mon copanéliste de Belgique vient de le souligner, mais la diaspora peut prendre en charge des pans entiers de l'économie du Togo. Aujourd'hui, allez-y au Togo, il n'y a absolument rien qui marche
beaucoup plus que les écoles privées. Moi, j'ai des camarades qui s'y sont investis, mais aujourd'hui, c'est des gens qui s'en sortent très bien. Et aujourd'hui, comme on parle justement de cette question de niveau de l'éducation, moi je voudrais quand même qu'on fasse la part des choses. De quel niveau s'agit-il? Est-ce qu'on veut demander de savoir si l'intelligence des Togolais a diminué? Ou bien on veut parler de la qualité de l'enseignement qui a diminué, ou bien de la masse des populations éduquées qui a diminué? Et moi je pense que ce n'est pas en tout cas le premier, c'est-à-dire que les Togolais soient devenus moins intelligents. Ce n'est pas du tout cela. Aujourd'hui, la science a tellement évolué, aujourd'hui nos enfants ont tellement accès à tellement de choses que ça les rend beaucoup plus intelligents, au contraire. Mais là où effectivement nous avons le problème, c'est justement le problème des infrastructures, le problème de la qualité des enseignants. Voilà ce qu'il y a. Et ça aussi, ça a une histoire. Tout est parti des programmes d'ajustement structurel des années 80, où les Occidentaux ont décidé que non, nos présidents font des dépenses inutiles dans les investissements de l'éducation. Et qu'en Afrique, on ne devrait privilégier que l'alphabétisation. Voilà là où le problème est parti. Sinon, quand vous prenez des gens, en tout cas de l'ancien temps, je crois que M. Placide et M. Alain peut-être peuvent témoigner, mais écoutez, la différence est là. Parce que le sérieux avec lequel les choses étaient faites, ce n'est plus ça aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir une population en constante croissance et ne pas avoir une politique qui vous permet de faire croître les infrastructures en fonction. Et que ce soit les autres qui vont venir vous dire, sous des conditions comme on le dit, si vous prenez, pour prendre notre financement, vous devez accepter, par exemple, ratifier que voilà, vous légalisez, par exemple, l'homosexualité. Depuis un certain temps, on voit les autorités togolaises, par exemple, qui font des sorties sur cette question. Et qui disent qu'ils ne vont jamais accepter cela. Ils ne disent jamais tout. Ça veut dire que c'est les conditions qu'on leur pose pour avoir certains financements. Mais comme je l'ai dit, est-on véritablement obligé d'aller toujours chercher le financement ailleurs? Prenons tout simplement la loi. Tout simplement, on dit, ok, à partir d'aujourd'hui, si nous prenons la décision que les Togolais doivent manger ce qui est produit au Togo, vous dites, ok, aucun riz ne rentre plus au Togo. Mais les paysans vont produire le riz. Parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir écouler. Mais quand il n'y a aucune loi, vous voulez quoi? Tout va de travers. Tout part d'abord de la volonté. Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? Et c'est cette volonté-là que moi je vois qui n'existe pas. Mais cette volonté, je l'ai vue au début du commencement du pouvoir de Yedema. Et c'est là que nous avons vu la nationalisation de certaines structures. Mais Faure Gnassingbé, lui, à peine a-t-il commencé qu'il a abandonné. C'est-à-dire que il a juste abandonné après le discours. Si vous avez suivi son discours d'investiture, mais c'est un discours que j'avais tellement apprécié. Mais ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté au discours. Ça s'arrête là. On a abandonné tout de suite. On a commencé à faire peur et puis il est rentré dans sa coquille. Le président togolais, même pour sortir parler maintenant à ses compatriotes, il faut que les gens demandent pardon avant de pouvoir l'entendre. Et ça ne se passe pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Donc aujourd'hui, quand je reviens par exemple sur la question spécifique de la grève des enseignants aujourd'hui, comment pouvons-nous comprendre que parce que des enseignants ont exprimé leur droit de grève et qu'on pense que la meilleure solution c'est de reverser les enseignants là
dans la fonction publique. Alors, ça veut dire concrètement que l'État est conscient que ceux qui vont à l'enseignement ne vont pas à l'enseignement par vocation, mais ils y vont par dépit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le seul secteur dans lequel il y a des recrutements. La plupart des autres secteurs, là, vous ne voyez absolument rien. Donc, les gens ne vont pas à l'éducation, à l'enseignement, parce qu'ils ont choisi, parce qu'ils aiment le métier, parce qu'ils veulent faire la chose. Sinon, cette mesure-là ne s'explique pas. Du jour au lendemain, pendant que vous n'avez encore formé rien pour remplacer les gens, vous les gardez à l'administration. Et au même moment, vous dites aux enfants qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'ils n'ont pas des enseignants, qu'ils n'ont pas le droit de sortir manifester. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi je pense, aujourd'hui là, quand vous prenez par exemple le programme, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, en tout cas le projet que l'État a aujourd'hui, je sais que, voilà, la diaspora, ou bien tous les Togolais, ceux qui veulent, il y a dans chaque domaine, là où vous pouvez aller prendre, financer et récupérer ensuite votre argent en gérant ces projets-là. Mais là où le bas blesse, et ça ne marche pas, c'est justement la crise de confiance que les uns et les autres ont souligné. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis en train de faire par exemple une collecte de fonds pour le financement d'une unité de transformation de tomates en conserve. Et en principe, ça ne devrait pas être un problème. Mais juste tout simplement parce que c'est au Togo, les gens ont peur. Les gens se demandent, si je mets mon argent dedans, qu'est-ce que ça va devenir? Et donc, tant que ce capital confiance que j'ai souligné entre-temps ne sera pas revenu, je vous assure que on est encore loin de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, l'éducation au Togo, c'est une question de rapport qualité-profession. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est à ce niveau qu'on peut dire qu'il y a baisse effectivement de niveau, parce que tout simplement, les gens ont assumé de dire que l'éducation s'arrête à l'alphabétisation. C'est-à-dire, il faut apprendre aux gens à lire, à écrire. Donc, à partir du secteur de l'université, on ne met plus les moyens qu'il faut. Et voilà pourquoi quelqu'un l'a souligné, alors qu'il y a un projet de construction de 8 universités au Togo, nous en sommes encore à 2, après 62 ans. Donc, tout s'explique par là. Donc, voilà un peu, maintenant, en termes de solutions, moi je crois que il faut aujourd'hui l'électronique. Monsieur Mpapouan, en 10 secondes. Ok, l'électronique peut être quelque chose de véritablement important pour le regain en confiance. C'est-à-dire que si on peut faire en sorte que nos ingénieurs, d'accord, dans la télécommunication puissent mettre sur pied des supports au profit de l'État qui vont permettre que, par exemple, pour les concours, que ça puisse se faire, par exemple, effectivement, en ligne, de manière électronique, et c'est de manière automatique que les meilleurs sont sélectionnés. Vous allez voir que on va résoudre cette histoire de capital de confiance, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'armée, ou que ce soit dans n'importe quelle autre structure. Mais tant que on va avoir des systèmes où on va donner le boulot aux gens en fonction de la tête, du client, cette histoire-là ne va jamais finir, je le crains bien. Merci, monsieur Mpapouan. On a un téléspectateur qui attend en ligne. 2 minutes temps record, s'il est toujours avec nous. Allô, téléspectateur, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir Moïse, bonsoir aux panélistes. Oui, allez-y pour votre intervention sur le système éducatif. J'aimerais ma contribution relative au problème de l'éducation au Togo. Vous y êtes, allez-y. En fait, le souci principal, c'est quoi? Il faut remarquer que il y a 2 générations de cela,
l'éducation nationale au Togo a beaucoup dégringolé. Pourquoi? Nous pouvons remarquer que la façon dont nos parents avaient étudié était meilleure par rapport à nous, notre situation. La preuve, nous aujourd'hui qui avons des licences, des maîtrises, n'avons pas la même structure d'expression que nos parents qui avaient seulement le BPT à l'époque. Ça, c'est une évidence que tout le monde peut confirmer. C'est déjà une carence. Si nous prenons par exemple un pays à côté de notre pays, le Togo, le Ghana, nous pouvons remarquer que bon nombre d'étudiants internationaux viennent étudier au Ghana, surtout les Asiatiques, même les Occidentaux viennent étudier au Ghana. À l'époque, au Togo, on pouvait voir dans les universités publiques du Togo et dans certaines universités privées des étudiants internationaux qui y viennent. Mais aujourd'hui, cela n'est plus visible. C'est déjà un fait palpable que notre éducation nationale a un sérieux déficit. Au-delà de ça, nos dirigeants, ceux qui dirigent le Togo, le fait que la majorité de leurs enfants étudient même à l'extérieur est une preuve convaincante que nos dirigeants même ne font pas confiance aux structures éducatives qu'ils mettent en place. Oui, c'est cette critique, ce constat que j'aimerais apporter à l'émission du jour. Merci Moïse. Merci à vous de nous avoir appelés. Alors, la suite de cette émission, je sais que vous avez beaucoup à dire. Si on veut faire des émissions concernant donc tous ces points, on finira pas aujourd'hui. Et le dernier point que je voudrais discuter avec nos panélistes de ce jour concerne l'armée et l'interaction avec la politique. Monsieur Placide Da Silva, vos réactions? Merci bien. C'est devenu un sujet tabou. Tout le monde a peur d'en parler. Et quand on en parle, c'est en catimini. Et je me souviens, j'étais à une réunion une fois et quelqu'un a soulevé la question de Ali. Oh, vous n'avez pas de bourse pour aller à l'école. Je vais voir le général pour... Dès qu'il a sorti le mot général, tout le monde a fui. Vous connaissez que nos habitudes au Togo, à Goma, no Yikengboy, tout le monde est parti immédiatement. Et voyez, donc pour revenir à, à votre question, le problème de l'armée est très sérieux et nous sommes arrivés à un point très dangereux. Je l'ai dit déjà au départ que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut faire une révision de la Convention de Genève. C'est-à-dire que les armées ne doivent plus être autorisées à être livrées sur des populations civiles. Cela ne doit plus exister. Et qu'il faut qu'il y ait des conséquences. Que ce soit le militaire individuellement, que ce soit son officier et que ce soit le politicien qui est derrière. Je fais partie de ces gens et je suis certain que l'idée a fait déjà son petit chemin et que l'idée bientôt sortira de beaucoup d'institutions. L'armée est une bonne chose. Tous les pays ont besoin d'armée. Et je l'ai dit au départ, l'armée a sa place comme tout un chacun dans la nation. Le militaire a sa place au soleil. Mais il faut comprendre, comme nous vivons dans une société qui a des rôles spécifiques, le rôle du militaire n'est pas de gouverner. Ça n'a jamais été et ça ne sera jamais. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'école qui forme des gestionnaires et d'écoles d'officiers qui forment des gestionnaires, ou bien des écoles d'officiers qui forment des gouvernants. Vous voyez, on peut les utiliser pour autre chose. Mais nous sommes arrivés à un point maintenant que, parce que toutes les armées de l'Afrique ont goûté un peu au pouvoir. Ce pouvoir-là est gratuit et on se fait tout ce qu'on veut et tout le monde veut rester. Mais le problème, c'est que comment refaire les choses dans notre nation pour que cette armée revienne à sa place. Bon, vous savez que dans toutes les institutions de l'État, l'armée est le seul corps qui n'apporte pas un franc de revenus au pays. Nous dépensons au contraire beaucoup de sous. Vous savez combien coûtent les Kalachnikov, vous savez combien coûtent
les AK-47, vous savez combien coûtent les lance-roquettes? Pensez-y. Et en fin de compte, avec qui nous allons en guerre? Nous voulons donner à manger à tout le monde. Donc, il faudra faire une marche arrière un peu. Et maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que nous allons faire de tous ces gens-là? Qu'est-ce que nous allons faire de tous ces gens-là? Comment les reconvertir? Il y a possibilité de faire des coopérations, des coopératives. Vous allez en Israël, ce qu'on appelle les pionniers, ils produisent à un niveau incroyable. Des grandes plantations. Ils produisent à un niveau, quand ils ont déjà cette discipline militaire, ils produisent incroyable et tout un chacun est fier d'apporter quelque chose à la nation. Mais c'est le contraire au Togo. Il faudra que ce soit bien clair, il faudra qu'il y ait des lois. Mais les lois, qui va les imposer? Le gouvernement. Comment le gouvernement a besoin de ces militaires-là pour s'imposer? Nous sommes maintenant dans un cercle vicieux. Comment est-ce que nous allons faire? Il faut, dans un premier temps, que tout un chacun dise, si vous avez des frères dans l'armée, leur dire leur importance et leur dire que nous ne sommes pas leurs ennemis. Il faut leur dire que nous ne sommes pas leurs ennemis. Il faudra aussi que ces gens sachent où est leur rôle. On les utilise quand il s'agit d'aller massacrer des populations civiles. On les utilise quand il s'agit d'aller faire des manifestations pour le parti. Ils s'habillent tous en civil. On les utilise quand il s'agit de... Vous voyez, on ne s'en sort pas. Ma proposition est que tout un chacun s'y mêle pour faire un pas vers les militaires. Nous avons l'habitude de les sous-estimer. Vous savez, nous disons couramment revient pour l'agneau. Vous avez l'habitude de les sous-estimer. Il faudra au moins que cette attitude change un peu entre nous aussi, avant de les approcher. Et puis, il faudra leur faire comprendre que pour qui ils travaillent. Parce que c'est nous, les citoyens, nous qui payons les uniformes, c'est nous qui payons ils sont chaussés, habillés, nourris, véhiculés, tout ce que tu veux. C'est nous qui payons ces choses-là. Comment est-ce que nous allons faire pour faire notre point? Je ne sais pas si j'ai la solution, mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire un pas vers eux et leur dire leur importance et qu'est-ce que nous espérons d'eux. Et puis, ce sera difficile parce que les politiciens là ont besoin de ces gens-là pour rester au pouvoir. On les a utilisés comme, comment on appelle ça, des délégations spéciales. Vous savez, toutes ces histoires-là, ça a été un fiasco total. Un fiasco total. Tout le monde a bouffé. Et puis, ils sont même devenus... il n'y a pas d'impunité. Au moins, s'il y avait une impunité, il y aurait quelque chose qu'on pourra se référer. Ils auront à leur dire. Mais je ne sais pas. Il y a une impunité totale parce que celui qui doit punir, qui est l'État, l'État a besoin de ce bonhomme-là pour rester au pouvoir. Alors, ma solution, je reviens encore, je ne sais pas, il va falloir un consensus entre nous et discuter avec eux et voir les choses. Mais il faut que l'armée demeure républicaine. Que la loi dise clairement que l'armée doit être républicaine. L'armée ne peut pas faire ceci, l'armée ne peut pas faire cela. Et qu'il y a des conséquences. Merci. Merci à vous, Monsieur Placide Da Silva. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes président du parti politique ANC aux États-Unis. Alors, Maître Alain, la politique, ça vous dit, et puis vous en avez parlé en début d'émission concernant l'armée aussi. En 3 minutes, de manière résumée, qu'est-ce que vous proposez à l'armée à l'issue de ces 62 ans d'indépendance du Togo pour que les choses s'améliorent et qu'on fasse comme les autres, les États-Unis où vous résidez en ce moment? Oui, d'entrée, je voudrais dire que notre armée doit revoir sa copie. Notre armée doit servir de manière républicaine au développement du pays. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir sur le terrain. Quand on analyse un peu les interventions de cette armée sur les 62 ans d'indépendance que nous avons eues.
D'abord, je pars de l'armée sous Sylvanus Olympio. L'armée sous Sylvanus Olympio avait un effectif de moins de 300 hommes. Et ça correspondait effectivement à la pensée du gestionnaire, de l'économiste pointilleux qui était Sylvanus Olympio, qui pensait que le Togo devait être un peu comme la Suisse. Il n'a pas besoin d'une grande armée pour combattre ses ennemis. Mais à la fin de son règne, quand il avait eu des problèmes avec Nkrumah, parce que à cause de sa dispute avec le territoire, sur le territoire du Togoland, du West Togoland, il y avait des disputes entre Sylvanus Olympio et Nkrumah. En ce moment-là, vous savez ce que Sylvanus a fait. Sylvanus qui voulait se débarrasser de la France sur le plan monétaire, sur le plan du franc CFA et tout. Sylvanus a fait recours à l'armée française. Sylvanus est parti négocier une protection de l'armée française pour le Togo parce qu'il avait peur de la puissance militaire du Ghana à l'époque. Donc il craignait aussi pour sa vie, il craignait pour des coups d'État. Et à l'époque, des deux côtés, il y avait cette crainte-là. Donc ceux qui soutenaient Nkrumah au Togo se réfugiaient au Ghana. Ceux qui soutenaient Sylvanus Olympio au Ghana se réfugiaient au Togo. Il y avait ce problème-là. Donc, mais l'effectif de l'armée était tellement insignifiant. C'est pourquoi quand les Gnassingbé et Yadema et sa suite sont revenus de la guerre d'Algérie, mais Sylvanus Olympio leur a dit, vous êtes partis combattre nos frères africains de l'Algérie aux côtés de l'armée française. Nous ne pouvons pas vous intégrer dans l'armée. Et ça a créé un problème sérieux et ça a fait que le général Eyadema a pris le devant des choses et a même revendiqué sa mort à l'époque. Et depuis lors, depuis à partir de ce moment-là, comme je l'avais dit en début d'émission, l'armée est devenue l'épine dorsale de la politique au Togo parce que c'est elle qui désigne à chaque fois quand on est à un point, à une comment dire, une crossroad, en anglais on dit crossroad, à une jonction, ou bien à un certain point critique de notre histoire, c'est l'armée qui intervient, c'est l'armée qui est intervenue à chaque fois, et quand il y a un coup d'État, pour mettre celui qui va diriger le pays, et quand il y a des morts en 2005, on a vu la même chose. Un point remarquable à faire ici, vous allez remarquer que depuis un certain temps, la France a changé de politique. La France-Afrique, aujourd'hui, n'agit plus directement, il agit à travers les institutions régionales, comme la CEDEAO, l'Union africaine et tout, et que l'Union européenne finance d'une façon générale, sur un certain nombre de points. Mais, quand, à un moment donné, les Français ont diminué leur effectif militaire en Afrique. Pourquoi? Parce que maintenant, les sales besognes que les Français faisaient en Afrique, ils veulent confier ça aux armées africaines des pays qui sont encore sous leur comment dire, coupole, ou bien sous leur férule. Donc, ce rôle est parti à nos armées. C'est pourquoi nos armées ne peuvent pas jouer jusqu'à présent un rôle républicain en tant que tel, parce qu'ils servent les intérêts de la France. Et ce qui est quand même remarquable, c'est qu'aujourd'hui, notre armée a fait des efforts sur le plan de la protection du pays. Et notre armée intervient dans le maintien de la paix, avec le MINUSMA dans le cadre de l'ONU. Notre armée intervient dans la lutte contre le terrorisme. Notre armée intervient surtout dans la piraterie maritime. Le golfe de Guinée est devenu la scène de l'attaque, de plusieurs attaques des pirates maritimes, au point où même les États-Unis ont sorti une loi sur cette question. En cette année, ils ont pris une disposition pour pouvoir soutenir tous ces pays-là qui sont en train de lutter contre la piraterie maritime. Et il y a aussi une agence contre la cybercriminalité. Nous sommes à l'âge de l'Internet et tout dernièrement, le gouvernement a fait des efforts pour mettre sur pied une unité qui lutte contre
la cybercriminalité. Mais dans l'ensemble, et comme je l'ai dit, à la mort de Gnassingbé et Yadema, c'est l'armée qui est intervenue sous la direction de Zakari Nyanja, chef d'état-major de l'armée, pour imposer son fils, Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a fait déjà 4 mandats à la tête du pays. La constitution qui a été toilettée en 2010 lui donne l'opportunité de se présenter encore une 5e fois. Donc, au moins, il a encore la possibilité d'être au pouvoir jusqu'en 2030. Et en 2030, qu'est-ce qui va se passer? L'armée va intervenir encore pour placer un autre frère de Faure Gnassingbé. Et si le scénario continue comme ça, le Togo ne va jamais se développer. Pourquoi? Parce que ce climat de confiance dont nous parlons, pour que la diaspora puisse investir, la diaspora puisse intervenir pour aider véritablement le pays. Et vous allez voir, bon, moi je suis en train d'écrire un livre qui va sortir, que j'ai pratiquement fini, qui va sortir bientôt, et qui essaie de recrader tout ça pour expliquer, pas seulement au Togo, mais à toutes les populations africaines qui veulent s'engager dans la diasporisation, ce que j'appelle la diasporisation, c'est-à-dire ceux qui veulent engager leur diaspora pour le développement de l'Afrique. Et même, je ne veux pas parler en termes d'émergence, mais en termes de rayonnement de l'Afrique au XXIe siècle. 10 secondes, la diaspora qui est devenue le premier bailleur de fonds de l'Afrique doit être sérieusement prise en compte. Et cette manière de faire de notre armée n'encourage pas les choses. Il faut que le Togo se démocratise. C'est une condition exceptionnelle pour le Togo, pour que nous puissions enclencher véritablement le développement. Merci. Monsieur Philippe Amedodi, dites-nous votre point de vue sur cette dernière partie. Oui, toujours fidèle à ma démarche pragmatique. Moi, je pense sincèrement, moi, je me situe dans une logique plutôt prospective. Vous savez, des erreurs et des torts ont été commis au Togo suffisamment. Aujourd'hui, nous avons hérité d'un problème, c'est vrai, qui est celui de la force brutale utilisée par l'armée sur instruction des dirigeants politiques pour priver le peuple, pour empêcher le peuple de faire valoir ses aspirations. Okay? Et tout le monde connaît bien l'adage qui voudrait qu'on ne crache pas, ou bien qu'on n'insulte pas le crocodile avant d'avoir traversé le fleuve. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'armée dont nous parlons est constituée des Togolais également. Les mettre au chômage créerait le même problème que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Ça reviendrait à déshabiller Paul pour habiller Pierre ou l'inverse, comme on le dit. Donc je crois qu'il faut aller avec beaucoup plus d'intelligence. Tout le monde sait que le problème au Togo actuellement, ou bien depuis l'assassinat de Sibani Solimpio, c'est le maintien en place au Togo des dirigeants qui ne sont pas élus par le peuple, mais qui se maintiennent, qui confisquent le pouvoir politique et le pouvoir économique grâce à la répression que l'armée exerce sur les populations. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Nous avons également évoqué le fait que le budget de l'armée est comment? Le fonctionnement de l'armée est budgétivore, ça prend beaucoup de moyens. Regardez dans d'autres pays du monde, en temps de paix, on peut former une bonne partie de l'armée à des activités rentables. Au Burkina Faso, Thomas Sankara l'a fait. Au Togo, aujourd'hui, on parle de relancer l'agriculture.
pourquoi est-ce que le Togo, n'étant pas menacé de l'extérieur, okay, qui est rôle de défense des frontières par l'armée, pourquoi est-ce que l'armée ne pourrait pas être affectée à la production des céréales pour que, on va atterrir par là, le Togo puisse gagner, travailler à sa souveraineté alimentaire. Donc, il y a moyen de rassurer l'armée par rapport à sa mission régalienne, par rapport à sa mission comment est-ce qu'on l'a dit, républicaine, tout en préservant le droit des populations à vivre en liberté sans craindre que l'armée sorte chaque fois les réprimer parce qu'ils expriment leur désir à la liberté. Donc voilà un tout petit peu ce que j'aimerais dire. Et comme proposition concrète, par exemple, ok, et toujours me situant dans l'optique que les dirigeants togolais actuels vont se ressaisir, sachant que nous n'avons qu'un seul et un seul Togo. Nous sommes appelés à y vivre ensemble. Pourquoi ne pas instituer une journée, par exemple, récurrente de réconciliation entre l'armée et la population, ou une journée de fraternisation, ok, où l'armée pourrait expliquer ses craintes, ses inquiétudes, et la population également, et voir si ces genres de rapprochements qui pourraient déboucher également sur d'autres activités, voire sportives ou culturelles, ne pourraient pas permettre que de part et d'autre, les populations, ces deux types de populations togolaises se rapprochent et se comprennent mieux. Voilà un tout petit peu une proposition concrète qui n'a pas encore été, qui serait symbolique, mais je crois que parfois il faut des signaux forts et symboliques pour essayer de racoler des choses qui sont ce divorce, pour essayer de finir avec ce divorce entre l'armée et la population. Merci, M. Philippe Amedodji, d'être toujours avec nous, surtout pour votre réflexion. Monsieur Yampapou Yambouam, qu'en dites-vous? Bon, comme les uns les autres l'ont dit, hein, la question de l'armée, c'est une question véritablement très sensible et dont les gens ont absolument peur d'en parler, et le plus souvent. Parce que on ne sait pas à quel moment on peut dire quelque chose qui peut peut-être créer des soucis. Mais j'ai l'habitude de dire aussi que tant qu'on ne vend pas sa maladie, d'accord, on ne peut pas trouver de remède. Et donc l'armée étant une composante du Togo, on est bien obligé de parler de l'armée. Alors, pour aller aux solutions, il faut connaître effectivement peut-être les problèmes de l'armée. Je pense que le véritable premier problème avec l'armée, c'est une question de crise de confiance, basée sur le fait que, comme certains le disent, on croirait à une armée mono-ethnique. Donc il y a un problème d'ethnicité par rapport donc à notre armée, et qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis, donc, depuis le début où le Togo est né, mais qui n'a jamais trouvé véritablement de solution. Donc ça, c'est un premier problème. Le second problème, c'est le traitement réservé justement à l'armée togolaise. Quand je parle de traitement, je veux parler de traitement pécunier. Quand vous essayez de regarder un peu sur l'ensemble de la sous-région, vous faites les comparaisons, franchement, et ça fait pitié quoi, d'être un militaire togolais. Il faut se le dire, comme c'est la grande muette, bon, ils font avec et ils ne réagissent pas. Et je me demande si eux ils étaient comme par exemple les enseignants aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient déjà tué tout le Togo quoi. C'est une façon de paraphraser, pas pour faire mal à qui que ce soit, mais pour dire que vraiment quand on connaît les conditions financières de notre armée, ce n'est pas du tout enviable. Et quand ils vont, même dans des missions périlleuses à l'étranger, on constate toujours et encore
que l'armée togolaise, comparativement à d'autres, sont moins payés pour le même risque. Donc, vous comprenez, tout ça là, c'est des choses qui font que, tout comme dans l'éducation, il n'y a pas tellement une fierté, quoi, que le militaire togolais se donne par rapport donc à son travail. Parce qu'il se sent comme un peu au bas de l'échelle. Et ce problème-là explique en partie le fait qu'aujourd'hui, la majeure composante de l'armée vient du Nord. Parce que très tôt, les frères du Sud ont compris que c'était un métier qui n'était pas non seulement bien payant, mais qui était comme un métier où vous vous mettez à la solde de quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc ça fait que les frères du Sud ne s'intéressaient pas justement à l'armée. Et finalement, c'est à un certain moment donné, quand ils ont compris que l'armée avait son rôle à jouer dans le maintien de l'équilibre du pouvoir, que bon, il fallait maintenant tenter de voir si on pouvait faire l'équilibre. Mais je crois que c'était suffisamment tard, parce qu'en face aussi, on avait compris qu'on avait un levier qui était important, et donc on n'a jamais lâché en réalité du lest. Donc voilà à peu près un peu les problèmes de notre armée. Et par rapport donc à tout ceci, moi je pense qu'il faut vraiment une véritable réforme pour notre armée. Et M. Placide, au début donc, de ce sujet-là, a souligné quelque chose sur laquelle j'ai voulu donc revenir par rapport à la productivité de notre armée. Il a dit que l'armée est cette institution-là qui en réalité ne fait que consommer, mais ne produit absolument rien. Donc on dépense énormément dans l'armée, alors qu'il n'y a absolument rien en retour. Alors, je pense qu'on peut par exemple trouver une solution dans ce sens-là, pour faire en sorte que notre armée puisse être productive. Alors, vous savez, dans l'armée, tout dépend de la vision qu'on se fait. On peut constituer une armée, par exemple, agricole. C'est une composante de l'armée, mais qui est investie dans le sens du développement de l'agriculture pour rendre, par exemple, le pays indépendant. Et donc, de ces gens-là, on peut faire en sorte que ceux qui peut-être ont le niveau 0 jusqu'à peut-être au niveau CPD, qu'ils puissent, par exemple, être enrôlés dans une telle armée et que, bon, on puisse justement avoir, comme Thomas Sankara le faisait au niveau du Burkina Faso, des parcelles d'État où, effectivement, on mettait en valeur pour la production nationale. Je crois que c'est quelque chose de faisable. Et à côté donc de cette armée alimentaire-là, pour la sécurité alimentaire, on peut faire en sorte que il y ait, voilà, de toute façon nous avons déjà le génie militaire. Et dans le génie militaire, justement, on peut travailler à faire en sorte à ce que ce génie militaire-là soit à même de produire quand même, en tout cas des trucs, je veux dire du matériel militaire, qu'on dépense, je ne sais pas, des sommes incommensurables pour aller acquérir. Et que, peut-être en période de situation d'insécurité, vous ne pouvez pas surmonter parce que tout simplement, vous importez ces choses-là d'ailleurs. Donc je crois qu'il y a toute cette réflexion-là qui n'est pas faite autour de notre armée. Notre armée, on réfléchit seulement, c'est-à-dire au plus bas niveau,
juste pour permettre que, bon, on puisse dire qu'il y a une police qui assure, bon, la sécurité routière et puis, voilà, la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur du pays, et les militaires qui ont donc cette vocation-là de nous protéger contre de probables envahisseurs étrangers. Mais on ne peut pas, en tant que pays pauvre, avoir seulement que cette façon-là de voir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer vraiment la qualité de cette armée, pour qu'on puisse, dans ceux-là qui peut-être ont des études beaucoup plus avancées, qui sont par exemple de la police judiciaire et tout, que ce soit effectivement des gens qui soient triés sur le volet. Pas en fonction justement parce qu'ils sont de tel groupe ethnique, mais en fonction justement des connaissances qu'ils ont acquises pour les mettre au service justement de toutes les composantes de l'armée. Si vous êtes donc du génie, par exemple de l'agriculture, qu'on puisse avoir donc ces gens-là qui vont encadrer justement tout le bataillon militaire qui s'occupe de la sécurité alimentaire. Et à partir de ce moment, vous allez voir que on va être de plus en plus en vue et les gens vont se donner. L'autre paramètre, c'est que l'armée est vraiment rattachée à notre éducation. Donc on ne peut pas trouver de véritables solutions pour notre armée tant qu'on ne révise pas justement notre éducation pour revisiter notre histoire. Il faut que l'histoire soit véritablement enseignée aux Togolais, de façon à ce que, à un certain moment donné, les Togolais soient d'accord sur l'histoire de leur pays. Et à partir de ce moment, on peut adjoindre le fait qu'il y ait une langue nationale, d'accord, qui soit enseignée, qui soit parlée de partout. On peut se dire, donnons-nous par exemple jusqu'à 2060, chaque Togolais doit parler par exemple telle langue qu'on aura décidé comme étant une langue nationale. Et à partir de ce moment-là, on peut choisir de faire en sorte que notre armée par exemple ait une langue nationale. Merci Monsieur Mpapou Yambouam. Et nous avons un dernier téléspectateur en ligne qui attendait aussi. On va lui permettre de faire sa conclusion et rendre l'antenne à tous nos panélistes de faire chacun 1 minute pour faire la conclusion. Téléspectateur, vous avez 1 minute pour votre conclusion aussi. Allez-y. Le téléspectateur c'est pour bondir rapidement sur le problème de l'armée, pour dire que ça date depuis. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une armée clanique ou bien voilà ethnique, mais cela date des années bien lointaines, même avant les indépendances, où l'homme blanc a déjà catégorisé la population du Togo. Les gens de la côte, ils sont plus, parce qu'ils ont fait contact avec les Brésiliens esclavagistes, et donc leur habitude et tout est un peu différent. Et ils parlent de la côte, ils vont au centre, les Ifers, les gens de Tapamé et autres sont qualifiés proches des Blancs. Et donc ceux qui sont encore plus au nord, les Kabyles et les autres, ils disent qu'eux ils sont robustes, ils sont destinés à la terre et à l'armée. Et c'est eux qui ont recruté dans l'armée. Et donc même après les indépendances, quand Adema est arrivé au pouvoir, tout ça là, donc ce corps de métier, on dirait, réservé aux gens du nord qui vont plus. Maintenant, où est-ce que le problème vient? Même si on vient vers le nord pour faire le recrutement, c'est les Kabyles qui se présentent, les gens du sud ne se présentent pas, vous avez déjà évoqué ça. Maintenant, où est-ce que le problème où est-ce qu'il y a problème lorsqu'on parle de cette rivalité entre l'armée et la nation? À la conférence nationale, vous avez vu comment l'armée a été diabolisée? Vous vous rappelez de ça, comment les gens ont été blessés, comment l'armée a été accusée d'avoir commis des atrocités. Il y a un gars ici aux États-Unis sur les réseaux sociaux qui a dit des choses à la conférence nationale faisant partie de l'armée, ce qu'il a fait. Vous voyez, donc à partir de ce moment-là, il y a ce clivage tout de suite. Et donc, ceux qui sont dans l'armée se disent que bon, voilà, si on ne garde pas le pouvoir, voici ce qui va nous arriver. Et le doyen sur le plateau a déjà évoqué ça. Il va falloir que l'on crée cette confiance-là entre l'armée et la nation. Tout comme M.
son nom m'échappe, qui a dit pour une journée de réconciliation armée-nation, ce qui a été déjà fait dans le temps, si vous vous rappelez. Monsieur Philippe Amededi, et le langage, il y a Philippe Amededi, le langage que l'on tient par rapport à l'armée, ça n'a pas changé de 1990, peut-être avant 1990, et de 1990 jusqu'à aujourd'hui, des gens qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas au pouvoir, c'est resté le même. Vous voyez, vous avez évoqué, le jury sur le plateau a évoqué les missions de paix, de l'armée togolaise. Il y a eu décès, tout récemment, en décembre ou bien en début d'année, lorsque un membre de l'opposition fait discours, souhaiter les vœux à la nation, il a souhaité les vœux pour même évoquer les gens qui sont décédés dans son parti politique. Mais s'adressant à la nation en tant qu'homme politique, il n'a pas fait mention des soldats togolais qui étaient décédés sur le champ de bataille au Mali. Vous voyez là où se trouve, c'est-à-dire que vous analysez les faits, il faut aller en profondeur pour voir l'action de chacun. C'était inadmissible. Vous voyez, je pouvais dire au doyen sur le plateau que il est président de l'ANC ici. Peut-être qu'on ne l'écoute pas assez, parce qu'il a déjà tout évoqué. Il a évoqué le problème. Peut-être qu'on ne l'écoute pas assez. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'armée, le tissu social même, nord-sud, ce n'est pas encore fini, chers amis. Ce n'est pas seulement l'armée. Le tissu social là, nord-sud, l'ethnicité, ça constitue également un problème, que vous le voulez ou pas. Imaginez qu'au cours d'une élection présidentielle, un des candidats, il rassemble les votes seulement dans une partie du Togo, au sud seulement pour dire que je suis président. Il y a un problème. Donc c'est à tout ça là qu'il faut voir. C'est à là que nous appelons nos anthropologues, nos sociologues, nos historiens, nos psychologues, tous ceux qui peuvent intervenir là-bas pour travailler ensemble et avec le gouvernement en place. Nous ne pouvons pas avancer, obtenir des avancées politiques, économiques et sociales si on ne travaille pas en synergie. Ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir qu'on ne peut pas travailler avec lui. Hein? Moi je suis à Georgia, celui qui est gouverneur, il est républicain, les représentants à Washington DC, ils sont démocrates, mais ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, ne serait-ce que pour donner un exemple. Entre-temps, il y avait flambé sur le prix des gaz. Les gens se sont mis ensemble pour travailler, pour réduire certaines taxes. Et c'est à son actif, vous voyez, c'est à son crédit. Et il fait publicité, campagne avec ça. Aujourd'hui, les gens refusent de discuter les uns avec les autres. Et même quand ils ont été à l'Assemblée nationale, quelles réformes ils ont apportées à la population? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien de spécial, si ce n'est des réformes constitutionnelles, institutionnelles. C'est tout ça qu'on a entendu pendant 5 ans pour essayer de venir au pouvoir. Il y a un problème même pour nos dirigeants qui sont au pouvoir, qui ne sont pas au pouvoir. Comment faire la politique? Moi, je ne suis pas là pour donner de leçons à qui que ce soit, mais nous voyons ce qui se passe ailleurs et nous pouvons affirmer qu'il y a beaucoup de choses à faire, non seulement au sein de l'armée, le langage doit changer et le tissu social même, entre nous sur le terrain là, il y a un grave problème. Parce que si moi je suis dehors et au cours d'une élection, on sait que je suis du Nord, merci, et que je suis de passe, et cette élection là, on va gagner ça, si on gagne là, on va chasser tous les gens du Nord. Et ce langage existe aujourd'hui, les gens peuvent me trouver vulgaire, mais ça existe toujours aujourd'hui. C'est tout un ensemble, mes chers amis, et pour ça, nous appelons toutes les forces possibles, toutes les ressources humaines possibles pour que les gens puissent travailler ensemble et mettre des choses ensemble, discuter, ne serait-ce que pour aller. S'il faut faire une conférence nationale bis, même si ce n'est pas souveraine, que à ce que je sache, cette conférence est suspendue, on peut la redescendre. Merci M. Chablé, merci beaucoup de nous avoir appelés aujourd'hui. Fin de cette émission, mesdames, messieurs, ça fait plaisir de vous savoir, puisque aujourd'hui, on a fait pour la première fois la plus longue émission sur Afro Web TV. Et je ne sais pas si je vais encore donner la parole à mes panélistes de conclure. Il y a même monsieur Papou Yamam qui est en train de se moquer de moi ici. Alors,
Chacun aura 1 minute pour conclure très rapidement. Nous espérons avoir d'autres invités. Pour vous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube et également sur notre télévision, allez-y tout simplement sur notre chaîne YouTube. Il y aura toujours l'émission en intégralité en coupure, bien évidemment pour vous. Et avec d'autres invités le mercredi. Et l'émission continuera donc le samedi prochain sur d'autres angles donc de l'indépendance du Togo. On fait également des émissions spéciales. Monsieur Placide, votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci bien, mon cher Moïse. Comme le disait dans le temps, nous allons vous décorer de l'ordre du mono. Mais vous savez... Mais je suis surpris. Et c'est monsieur Yampapou qui me réveille. Merci beaucoup. Je reçois. Mais donc, ce que je disais, c'est que nous avons parlé de beaucoup de choses. Le problème... Moi, je suis technicien et j'aime travailler par section. Nous avons parlé de beaucoup de choses et il y a des chances que, en continuant avec cette méthode, nous ne trouverons jamais de solution. Il faudra arriver à un point où nous allons sectionner les choses par section et parler d'un seul sujet à la fois, avec l'intention de trouver un compromis, quelque chose à la fin. We have to be result-oriented. Sans ça, nous allons bavarder et continuer de bavarder jusqu'à ce que Gnassingbé soit réélu encore. Voilà, maintenant, nous savons tous les problèmes, nous savons tout ce qu'il y a eu, nous avons dit beaucoup de choses. Revenons prochainement pour un seul sujet. Une seule chose, qu'est-ce que nous allons faire pour cette chose particulière avec l'intention de trouver une solution. Le problème du Togo est très profond. Nous n'allons pas le résoudre aujourd'hui, mais il faut qu'on arrive à créer un consensus pour travailler. Je dirais que nous qui sommes dans la diaspora, nous avons tous les moyens d'apporter une aide importante au développement de ce pays. Il faut qu'il y ait la confiance qui renaisse entre nous et les autorités. Il faut changer nos méthodes de travail. Nous avons parlé du recensement pendant longtemps et personne n'est allé. Ils sont revenus avec la même chose, retourner de côté, mais tourner à l'envers. C'est les mêmes choses qui reviennent. Donc, il faut que cet effort, peut-être que nous qui sommes dans la diaspora, nous pouvons commencer cet effort-là. Et l'ami en Belgique disait que, a donné beaucoup d'exemples. Nous pouvons faire ces choses-là. Nous pouvons créer ici une banque de développement qui va fonctionner des projets au Togo. Ce n'est pas que nous seulement que nous pouvons. Nous l'avons déjà fait une fois. Nous avons beaucoup de choses à faire concernant les enseignants. Nous avons beaucoup d'entre nous ici ont des diplômes. Je ne veux pas dire que ceux qui sont pris ne sont pas compétents. Non. Ont beaucoup de diplômes et ils enseignent ici. Ils peuvent aider. Vous savez, au Rwanda, l'élève rwandais suit des cours que l'étudiant américain reçoit ici, en direct. Nous avons beaucoup de choses à apporter à notre pays, mais seulement que nos dirigeants reviennent un peu en arrière, qu'ils nous prennent pour des participants, pas comme des ennemis, parce que sans ça, on n'arrivera nulle part. Et Dieu seul sait qui va gagner cette bataille-là. Moi, il faut trouver des formules, comme disait le président de l'ANC, M. Jean-Pierre Farr, nous c'est nous. Il faudra que nous trouvions nos formules. Tout ce qui est histoire de prêt à gauche et à droite, tout ça, toutes ces bêtises-là, il faut les arrêter. Parce que ça ne nous avance à nulle part. Faisons quelque chose, le Togo est condamné à réussir. J'ai encore envie de dire Amen. Alors, Maître Alain. Oui, merci, notre confrère et frère, compatriote et ordre ou bien chevalier de l'ordre du Mono. Et merci encore une fois. Merci encore une fois pour l'invitation.
Et c'est le chanteur italien Tino Rossi qui disait que la vraie vie commence à 60 ans. Alors, tout n'est pas perdu encore pour le Togo. Et il suffit que nous ressaisissons. 2 points sur lesquels je vais appuyer pour nos dirigeants et pour nous-mêmes, en tant que membres de la diaspora et tous ceux qui nous écoutent, c'est que la diaspora est aujourd'hui un atout phénoménal pour le développement de l'Afrique et particulièrement du Togo. Et c'est pourquoi, et entre-temps, je suis intervenu plusieurs fois pour encourager le gouvernement togolais dans cette lancée des efforts pour engager sa diaspora. Seulement, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, donc il y a des avenues pour parfaire. Et le deuxième point, c'est la question épineuse de l'armée. Notre armée doit comprendre que le contexte dans lequel Eyadema a forgé l'image de l'armée, ce contexte est aujourd'hui dépassé. Ce contexte est obsolète. Et ils n'ont qu'à voir un peu partout sur le continent pour se rendre compte de ce que des gens comme Assimi Goïta ont fini par comprendre la géopolitique internationale et ont décidé de courageusement de prendre la destinée de leur pays et de remettre leur pays sur les rails. Tous les pays africains peuvent prendre exemple sur ça et essayer de faire avancer notre pays. Je vais profiter de l'occasion aussi pour saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés au Togo avant les indépendances et après les indépendances, sous le régime d'Egnassingbé. Nous saluons leur mémoire et nous prions pour le repos de leur âme. Et merci beaucoup, maître. Nous disons que le gouvernement actuel n'a qu'à continuer dans sa lancée, mais qui ait le courage de démocratiser véritablement le pays. C'est pour le salut de nous tous. Merci maître Alain Foley depuis New York. Nous allons recevoir ensemble le mot de fin de monsieur Philippe Amedodji de Bruxelles. Oui, j'aimerais dire ceci. Je crois qu'en raison de la gourmandise peut-être excessive des gouvernants actuels, le Togo passe à côté de potentialités, comme les intervenants précédents l'ont dit, qui ne sont pas, ou bien des opportunités qui manquent d'être saisies. Maintenant, vis-à-vis de nous, au niveau de la diaspora, quelques doléances à adresser aux gouvernants actuels. Nous souhaiterons que soit mis fin aux harcèlements administratifs et aux persécutions judiciaires dirigées contre les Togolais de la diaspora. La diaspora souhaite la libération des Togolais de l'étranger qui sont incarcérés pour leurs opinions politiques actuellement au Togo. Nous demandons la réforme du HTC optique à faire de cette institution une véritable institution d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous demandons à ce qu'il soit créé un ministère togolais en charge exclusive des affaires de la diaspora. Nous demandons à ce que on accorde au niveau des institutions de l'État, l'Assemblée nationale en l'occurrence, un quota de nombre pour la diaspora. Nous demandons que les restrictions constitutionnelles et institutionnelles qui sont mises en place pour empêcher la diaspora de jouir de ses droits de vote et d'éligibilité soient levées. Nous aimerions que les gouvernants donnent des garanties réelles de ne plus poursuivre et jeter en prison les Togolais de l'extérieur. Et enfin, nous demandons
à ce que, pour que la réconciliation entre les Togolais ou entre la diaspora et les gouvernants se fasse, nous demandons à ce que les poursuites faites contre des Togolais qui ont été contraints à l'exil politique, nous les connaissons tous, ces poursuites-là, fin soit mise à ces poursuites pour permettre à ce que le Togo, après 60 ans, 62 ans d'indépendance, puisse reprendre le chemin pour que le chantier de la souveraineté, la vraie souveraineté nationale, puisse continuer. Ce chantier, je l'avais dit au début des entretiens, a été suspendu depuis l'assassinat crapuleux de Gilles Christ, de Sylvanus Olympio. Merci, monsieur Philippe Amedodji. Nous sommes à la fin de cette émission. Il ne reste que monsieur Mpapo pour nous délivrer sa conclusion. Alors, merci encore une fois. Je voudrais remercier mes co-panélistes avec lesquels vraiment je crois que nous avons eu des débats d'une très grande qualité. Et bien que le temps n'ait pas permis d'aborder de manière approfondie chaque thématique, je crois que nous avons fait l'effort de ressortir quand même les problèmes de notre pays, donc depuis la supposée indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais, à la suite donc, de mes co-panélistes, souhaiter qu'il y ait un changement de cap pour notre pays. Un changement de cap qui va voir un nouveau jour naître pour notre pays. Et dans ce nouveau jour-là, il va falloir compter essentiellement avec le capital confiance. Et pour qu'il y ait le capital confiance, il va falloir nécessairement absoudre tous les problèmes liés à la politique, à l'opinion. Que les prisonniers politiques et d'opinion soient libérés. Que justement, de l'autre côté aussi, et de l'opposition, on puisse effectivement changer de paradigme pour adopter un langage serein qui permette à l'autorité de pouvoir aussi faire confiance. Et enfin, je voudrais qu'on donne une chance à nos enfants de pouvoir rêver pour demain. On peut faire table rase sur tout ce qui s'est passé jusqu'ici, mais on n'a pas le droit de continuer de faire la même chose. Ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible pour cette situation-là qui pérennise justement la misère, qui pérennise, je ne sais pas, l'abdication, je ne sais pas comment il faut dire, le fait que les gens abandonnent, les gens désespèrent finalement. Il faut vraiment qu'on puisse arrêter avec tout ça et qu'on puisse trouver les voies et moyens, comme quelqu'un l'a dit, peut-être de revenir à une conférence nationale bis, où nous allons pouvoir véritablement redéfinir peut-être notre mode de gouvernance, notre système, pour cesser d'être une copie-collée de ce que nous avons hérité depuis la colonisation et qui continue de nous être des bâtons dans nos pieds. Et je vais donc, par ces mots, souhaiter bonne fête d'indépendance par anticipation à tous les Togolais et particulièrement à ceux qui nous ont suivis, tout en demandant à chaque Togolais, à commencer par le premier des Togolais, je vais parler de Faure Gnassingbé, que chacun puisse mettre du sien pour faire évoluer la situation de façon significative pour sortir notre pays de la pauvreté, pour replacer notre pays dans le concert des nations enviables.
Fin de cette émission spéciale sur AfroWeb TV. Nous voudrons sincèrement dire un infini merci. J'ai envie de dire, waouh, quel sacrifice, quel engagement pour que le Togo soit encore plus meilleur. Merci infiniment à Monsieur Placide, président de l'ANC aux États-Unis, Monsieur Philippe Amedoji, citoyen engagé, Monsieur Yampapou Yambouama, acteur de la société civile, Maître Alain Follet, juriste, et merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. Juste après, nous vous aurez donc une autre émission. Et vous aurez donc sur notre chaîne YouTube, vous aurez des coupures par thématique pour cette émission spéciale. Abonnez-vous, invitez vos amis, partagez bien évidemment, et toutes vos suggestions sont les bienvenues sur notre chaîne AfroWeb TV. Bon week-end à tous et à chacun de vous, que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Togolais vient, bâtissons la cité. Merci à toi également. Merci. Merci bien, merci bien, merci bien. À la prochaine. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV